Je m'appelle Jean-Michel Reynaud. J'habite ici là, depuis mon enfance et je suis le descendant de 2 générations de mouliniers qui ont fait fonctionner cette usine ici au Gau. Le moulinage, c'est le nom d'usine où on effectuait le traitement du fil de soie. C'est-à-dire que le fil grège là, qui est issu des cocons du ver à soie n'est pas utilisable directement pour faire du tissage ou autre chose. Et différentes opérations réalisées dans le moulinage servaient à le consolider, à lui donner de la souplesse et donc à le rendre utilisable pour la suite. Le nom vient d'une des machines qui était installée dans ce type d'usine, le moulin. C'est une machine qui servait à tordre le fil sur lui-même, ce qui permettait d'assembler plusieurs brins du fil de soie, parce que le fil de soie en lui-même est très fin et donc cassant, et ce qui donnait aussi de la souplesse au fil. Alors, au niveau de l'histoire de ma famille et de l'histoire de ce lieu, ma grand-mère était d'une famille de mouliniers installés sur Pélussin. Et en 1918, mon grand-père et ma grand-mère ont racheté ce bâtiment, qui était déjà un moulinage, juste avant la guerre. Mon grand-père est parti à la guerre. Ma grand-mère a fait fonctionner l'usine pendant toute la durée de la guerre. Bien sûr, c'est la guerre de 14-18. Hein. À l'issue de ça, très fatiguée, elle voulait partir. Donc mon grand-père a vendu cette usine en 1919 à un industriel, Émile Glézal, qui possédait plusieurs usines près d'Annonay. Mais cette personne a flashé sur mon grand-père et lui a proposé a voulu qu'il reste, a mis même comme condition de l'achat de l'usine le fait qu'il reste comme directeur, et il lui a confié la direction de plusieurs moulinages, d'un autre moulinage en Ardèche, en plus de celui-ci. Donc ça s'est passé en 1919. C'était l'époque où le textile se développait. Il y avait de nouvelles fibres qui apparaissaient sur le marché comme issues de la fibre de bois ou du pétrole, et qui ont été d'ailleurs travaillées ici en partie. Et il a fallu trouver de la place. Donc l'usine a été agrandie en 1920. De la partie qui reste là, qui est la plus éloignée de nous. Hein. Il y a une autre usine a été installée à Grand-Croix. Hein. Tout ça a perduré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père est décédé. Mon père avait fait une école de textile à Lyon. Il était diplômé d'une école de textile de Lyon. Et mon grand-père est décédé et il a pris la suite, toujours embauché comme salarié là, dans cette usine Glézal qui est devenue une usine qui a pris le nom de TSR, Tissage et Soieries Réunies. Donc cette usine faisait partie peut-être du plus gros groupe textile en Rhône-Alpes, qui avait son siège à Lyon à cette époque. Après la guerre, là, dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, le textile a eu un développement exponentiel. J'ai des photos de banquets où tous les ouvriers étaient conviés en Ardèche chaque fois que le chiffre d'affaires était doublé. C'est un système très paternaliste. Ça a dû se produire 3 ou 4 fois. Et puis dans les années 70, tout a décliné. Les machines modernes ont été exportées en Asie. La production
s'est délocalisé en Asie et les usines dans la vallée du Dorlay, comme partout en France, ont fermé les unes après les autres. Donc ici, ça a fermé en 1978. C'était dans la vallée du Dorlay, je pense, la plus grosse usine de textile. Il y a eu jusqu'à 100 personnes qui ont travaillé ici. Alors, quand j'étais enfant, l'usine était en pleine activité. Donc je me souviens que dans la maison qui a été démolie, là, vivait mon père, là, qui était donc mon père et mes parents, mon père était directeur donc de cette usine, puis des usines à Grand-Croix qui étaient plus importantes qu'ici, et vivait également ma tante qui était contremaître dans cette usine. Alors on vivait vraiment au rythme des moulins. Le moulinage, ça a une particularité, c'est qu'on on peut pas arrêter les moulins. Donc l'usine fonctionnait 24 heures sur 24 en 3 postes. Ce qui fait que mon père et ma tante descendaient à chaque relevé de poste à 5 heures du matin. Et puis ils remontaient déjeuner. Et puis même chose le soir. On dînait, ils redescendaient pour les changements de poste à 21 heures et ils remontaient à 10 heures du soir. Et le bruit des machines était important et on vivait avec ce bruit de fond dans la maison. Alors quand on était enfant, un souvenir heureux, c'est que les ouvrières avaient droit à une pause casse-croûte au milieu des postes, quoi. Et je les revois assises avec leur panier là, dans le mur près du jardin, où on allait les voir avec mes frères et sœurs, où on était gâtés, quoi. On était bien accueillis, on était gâtés. Et quand j'étais petit, malgré le danger potentiel que ça pouvait représenter, je me revois courir voir mon père ou courir voir des gens au milieu des machines, quoi. On y était tout le temps enfourrés, quoi. Et petit à petit, mon père m'a confié des petites tâches toutes simples dans l'usine en me donnant 3 sous là, pour 3 sous d'étrenne, quoi. Voilà un petit peu les souvenirs que j'ai. Il y avait aussi un dortoir. Alors le dortoir, je ne l'ai pas vu fonctionner, mais tous les moulinages accueillaient une main-d'œuvre essentiellement féminine. Et les ouvrières qui venaient des fermes un petit peu éloignées logeaient ici, sur la partie supérieure de l'usine, là. Et il y avait donc trois niveaux dans la plupart des moulinages. Le rez-de-chaussée où étaient installés les moulins qui nécessitaient la force motrice la plus importante. Le niveau supérieur où il y avait d'autres machines comme des devidoirs et des doublages. Et puis le 3e niveau sous les toits où c'était les dortoirs avec une salle à manger, quoi. Alors, je pense que c'était un fonctionnement assez paternaliste. C'est-à-dire que le directeur, qui était considéré comme le patron, même si c'était pas mon père était directeur mais pas propriétaire de l'usine, était très au courant était très, très proche des familles des gens qui travaillaient ici. Ils se connaissaient très bien. Ils se connaissaient très bien déjà parce qu'ils étaient allés à la même école au village, etc., quoi. Et je pense qu'il y avait moins de contraintes de production, enfin moins de contraintes de rendement industriel qu'à l'époque actuelle. Par exemple, j'ai retrouvé une affiche qui est actuellement au musée des Tresses et Lacets, là, que j'ai retrouvée ici. Ça disait les travaux d'aiguille sont interdits au moulin.
C'est-à-dire que à l'époque un peu ancienne, les ouvrières étaient chargées de la surveillance d'un moulin. Si le fil cassait, il fallait tout de suite le rattacher puis refaire démarrer la bobine, quoi, le chargement de la bobine. Et donc je pense que ça leur laissait un petit peu de temps, d'où ces fameux travaux d'aiguille qui étaient interdits. Également sur ce côté paternaliste, là, tout au-dessus de l'usine, là, on retrouve ces terrasses là, que j'essaye d'entretenir, ces terrasses en pierre, et c'était des jardins, qui étaient partagés avec les ouvriers, quoi. Dans le village lui-même, il y avait 2 bâtiments qui appartenaient à l'usine et dans lesquels il y avait plusieurs logements ouvriers. La difficulté, je crois, c'était la concurrence pour la main-d'œuvre masculine, c'était la concurrence avec les industries de la métallurgie et de la houille, là, dans la vallée du Gier, avec des salaires souvent plus importants. Donc il fallait fixer les gareurs et les hommes qui, j'ai dit gareurs, c'est-à-dire qu'ils faisaient souvent le travail d'entretien des machines, alors que les femmes faisaient le travail du fil, quoi. Les machines étaient mues par des turbines, au départ par une roue hydraulique, puis après qui a été remplacée là, en 1920 pour cette usine là, par des turbines. Il y en avait 2, une à chaque extrémité. Et donc il y avait un arbre de transmission qui tournait en permanence. Et il y avait un travail très dangereux qui consistait à embrayer un moulin. Quand le moulin était vide, que le travail était fini, il fallait faire sauter la courroie pour arrêter la machine et remonter de nouveaux roquets sur le moulin, etc. Et une fois que c'était fait, il fallait embrayer la courroie, mais ça sans que l'arbre de transmission s'arrête. Et c'était un travail très difficile et très dangereux. J'ai vu mon père le faire plusieurs fois. Il y avait d'ailleurs des accidents, parfois, des gens qui se faisaient prendre. J'ai entendu parler d'accidents dans les moulinages sur la vallée du Dorlay à ce moment-là, quoi. J'ai conservé les différents actes de vente au fil des siècles. Le plus ancien date de 1642. Et dans les actes de vente étaient détaillés ce qui était installé, et donc les ouvrages hydrauliques étaient déjà en place en 1642. C'est devenu au Moyen-Âge, je pense, en 1812, parce que j'ai à ce moment-là un acte de vente là où le cédant était un agriculteur de la Ruyère, et l'acheteur était un moulinier au pont. Au pont, c'est-à-dire dans le lieu... c'était la dénomination ancienne du village de la Terrasse-sur-Dorlay qui faisait partie de la commune de Doisieux, quoi. Et dans cet acte de vente, il mentionne la présence d'un foulon et non pas de moulin. Un foulon, c'est une machine qui était... il faut imaginer une espèce de gros arbre à cames en bois. Les cames soulèvent un arbre sur lequel il y a un marteau, et le marteau vient frapper. Alors ça pouvait être utilisé en métallurgie pour le travail du fer, ou bien également pour fouler la laine. Donc très probablement, avant 1812, la force hydraulique était utilisée pour faire fonctionner un foulon, probablement en complément d'une activité agricole, comme ça se faisait les hivers dans les fermes du Pilat, quoi. Ce que je peux dire aussi, c'est que
La force motrice de l'eau rapidement n'a plus suffi pour entraîner les moulins et les machines qu'il fallait faire fonctionner toute l'année. Et dans le Pilat, on sait très bien qu'il y a de l'eau l'hiver, mais il y a une période d'étiage l'été où il n'y a pas d'eau. J'ai des traces là d'une machine à vapeur qui est installée là. Et le petit train là qui fonctionnait dans la vallée, qu'on appelait la galoche, servait au transport des ouvriers là, qui remontaient dans les vallées du Dorlay dans la vallée du Dorlay jusqu'à Pélussin, là, qui amenaient de la main-d'œuvre de la vallée du Gier sur la main-d'œuvre la vallée du Dorlay, et également ils transportaient du charbon qui distribuait dans les différentes usines de moulinage ou de tissage, puisqu'il y avait beaucoup de tissage sur le Pélusinois. Voilà la passerelle là, qu'on aperçoit sur la rivière. Elle permettait, par un escalier, là, de rejoindre une coursière dans le hameau du dessus qui allait jusqu'à Saint-Just. Et il y avait une cloche là sur la grande maison qui était démolie. Les ouvriers n'avaient pas l'usage des montres individuelles n'était pas développé à cette époque. Donc un quart d'heure avant la reprise du travail, quelqu'un tirait la cloche, les gens se mettaient en route à Saint-Just, ils descendaient, ils empruntaient la passerelle et au coup de cloche suivant, ils se mettaient au boulot, quoi.